tout le monde, super content de vous retrouver pour déjà l'avant-dernière émission On se dit tout de la saison. Alors sur ce terrain de jeu, ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagné comme d'habitude par mon encyclopédie du foot. Salut Pascal. Tu me présentes chaque fois différemment, c'est très agréable. Stéphane, bonsoir à tous. Tu vas bien? En pleine forme, oui, absolument. Alors, Pascal, pour cette émission, on se fait plaisir une nouvelle fois avec un invité de marque, oui. Un coach qui a une carrière aussi longue que notre âge réuni presque. Tout à fait. Pas mal d'expérience, on a de quoi faire. Hein. Oui, c'est mon premier ennemi tactique en fait. C'est le premier maître à jouer qui m'a mis... KO lors de la tour finale quand j'étais entraîneur à Comblain et José était à Espagnola, si mes souvenirs sont bons. Et on voyait déjà la patte, pourtant il était très jeune, du maître tacticien qu'il est devenu au fil du temps. Et sa carrière est exemplaire et je suis très heureux de le recevoir ce soir. Eh bien, on est très heureux tous les deux. Bonsoir José. Bonsoir Stéphane. Salut Pascal. Oui, José. Très content aussi d'être avec vous. C'est un plaisir en tout cas de t'accueillir pour parler foot, hein, ce sport qu'on aime tant et qui rythme ta carrière encore aujourd'hui. Mesdames et messieurs, go pour la première partie. Voilà José, ici on va en profiter pour regarder vers les bases solides, la défense et les bases solides de ta carrière. Au tout début, vraiment, l'enfant José, comment est-ce qu'il prend goût au foot? Il faut dire qu'à l'époque, on n'avait pas vraiment le choix. Je parle des activités sportives et même des divertissements, puisque la plupart du temps, ça se limitait à un ballon rond, un vélo. Donc on mettait le ballon en dessous de la selle, on le bloquait, on se retrouvait avec des potes, on tapait un gilet, un pull, on faisait un but et on jouait. Donc c'était comme ça et c'était pratiquement la seule activité sportive abordable, je dirais, pour nous. Et puis après, j'ai continué en tant que joueur. Je n'ai pas eu une carrière de joueur professionnel. J'ai joué en deuxième provinciale, puis Visé est venu me chercher. Donc avec Visé, j'ai connu l'échelon national via la promotion, avec de très bons joueurs, de Raphaël Carenta d'ailleurs, qui est allé au Football Club Liégeois. J'ai eu le Football Club Liégeois qui est venu 2 fois à la maison, mais mon père a dit, les études se passent bien, tu restes à l'école, et voilà. Et donc... c'est pareil que pour ma carrière d'entraîneur. J'ai commencé, comme l'a rappelé Pascal, en deuxième provinciale à Accourt. Donc j'ai connu 2 clubs dans le milieu amateur. Oui, c'est ça. Et quelques années quand même. Parce que après j'ai fait Espagnola, donc chaque fois 4 ans. Et tout en ayant un job, et notamment à un moment donné à Bruxelles, en tant que chef de projet informatique, puisque j'avais continué mes études et que donc je partageais les deux. Et donc j'ai vraiment commencé par les bases, quoi. Voilà. En étant un peu un self-made man, c'est-à-dire en regardant, en apprenant, en essayant. Je pense que c'est comme ça qu'on progresse le mieux, à travers des bons et des mauvais résultats. Alors à 32 ans, oui, la carrière de joueur s'arrête, c'est relativement tôt, mais je pense qu'il y a des blessures aussi qui font que ça devient compliqué. Et rapidement, tu te diriges vers le poste d'entraîneur, de nouveau à un niveau provincial, puisque c'est d'abord à Accourt, hein, ton équipe d'origine. Oui. Comment ça s'est fait là? Tu avais déjà la volonté d'entraîner dans ta fin de carrière de joueur Assez étonnamment, en fait, c'était pas dans mes prévisions, mais il y a quelqu'un de très influent à l'époque, c'est Jean-Claude Marsin, donc, qui vient à Accourt quand je suis encore joueur. Et c'est vrai que j'ai des problèmes, blessures aux adducteurs, et on sait que c'est une laide blessure pour un joueur, donc je suis un peu sur le côté. Quand je regarde les matchs, c'est à côté de lui, on discute beaucoup, et en fait, quand il part, il dit au président, on n'allait pas chercher un coach, vous en avez un. Mais je me rappelle encore une fois que mon père à l'époque me dit « fais pas ça, ça va être que des emmerdes, des tracas. » Dans quoi tu te lances? Oui, voilà. Et puis finalement, je me suis lancé, j'ai pris goût. J'accélère pour qu'on ait le temps de parler un maximum de choses. Et puis évidemment, les portes s'ouvrent vers le monde pro. On est déjà en 2003. Tu deviens adjoint au Standard grâce à ce monsieur, Dominique Donofrio, dont on va voir quelques images avec toi notamment. Il a été important, évidemment, déterminant pour t'ouvrir les portes du monde pro. Absolument, absolument. C'est en fait Michel Prudhomme qui m'a appelé une fois que j'étais au travail à Bruxelles et il m'a fait la proposition pour voir si je voulais rejoindre le staff du Standard. Bon, vous connaissez ma réponse, je pense qu'il n'y en a pas d'autre.
Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion à ce moment-là de rencontrer Dominique, un grand monsieur, voilà, qui était un peu comme moi, c'est-à-dire venu des divisions inférieures, mais avec un tempérament. Et alors, comment ne pas citer non plus les autres membres du staff, comme Christian Pillot, évidemment, et comme Guy Namuroy, qui a connu malheureusement voilà, une fin tragique. Donc, c'est vraiment là que j'ai appris mon métier. Ça paraît évident. C'est là que, vous savez, vous êtes au Standard, il y a des costauds dans l'équipe à ce moment-là. Hein. C'est des Morera, c'est des Dragutinovic, c'est des Vedran Rougneux. Des caractères qui savent ce qu'ils veulent. Voilà, exactement, comme c'est Sao. Et donc, voilà, même si j'avais déjà été en D3, D2 avec Visé, tout en continuant mon travail, vraiment, le monde pro, c'est là. Différent. C'est là. Parce qu'il y a la Coupe d'Europe à l'époque, etc. Et puis j'aimerais bien passer rapidement au deuxième passage au Standard. Là, c'est en 2011, en tant que coach principal. Avant de parler de cette expérience, on t'écoute, José, à l'époque, ta première interview. Quand on est appelé par un club comme le Standard, forcément, ça change une vie. Hein. Heureusement, je ne change pas de métier. mais voilà, oui, c'est quelques jours assez palpitants et avec une conclusion qui, il y a une semaine, n'était pas encore attendue. Voilà. Comment est-ce que José Riga dans la vie d'un entraîneur? Comment est-ce que vous allez être avec vos joueurs? Vous le découvrirez, ou plutôt eux le découvriront. Je pense que je suis coach, j'aime forcément le dialogue, j'aime les choses bien faites, je suis très rigoureux. Voilà, j'aime faire comprendre aux joueurs que leur intérêt correspond au mien et que nos intérêts cumulés correspondent à ceux du Standard. Voilà comment je partage mes envies et mes ambitions. J'aimerais bien reprendre la question de l'époque de ma collègue Mélanie Protin. Comment aujourd'hui est José Riga avec ses joueurs finalement? Est-ce que c'est toujours le même personnage ou il évolue aussi? Pascal, qui m'a bien connu, sait que je suis quand même resté fondamentalement le même, quelle que soit ma carrière. Maintenant, c'est vrai que les temps changent avec le rapport aux jeunes, aux plus anciens. Je veux dire, voilà, on changeait, mais j'essaye toujours d'avoir la même rigueur et j'essaye toujours d'obtenir les choses en essayant de les faire comprendre et les assimiler. Par le dialogue, beaucoup de communication. Bien sûr. Oui, tout à fait. Bien sûr, oui, comme tu dis, pédagogie. Parce qu'encore une fois, je pense que de un, les gens font mieux quand ils comprennent pourquoi je leur demande de faire les choses. Et deux, il y a aussi le respect du partenaire. En fait, générer ce vrai esprit d'équipe. Parce que finalement, on le voit avec le cas Mbappé au PSG, on le voit dans d'autres situations. Seule une équipe digne de ce nom arrive à des résultats. Oui. Donc ça, je n'ai pas changé, mais ce qui est bien, enfin, je trouve de ma part, c'est que je suis resté accroché aux nouveautés, que ce soit en termes d'exercice, les données, etc. Je n'ai jamais été en disant ouais, c'était mieux de mon temps, etc. Non, je me suis adapté. Moi, j'ai vu l'évolution chez José à travers le temps. C'est devenu aussi un peu un manager de staff. Le staff dans le monde pro est beaucoup plus important que dans le domaine amateur. Et il sait aller chercher les bonnes personnes. Et ça, c'est fort important chez un coach aujourd'hui, de pouvoir se faire entourer. José, tu quittes le Standard à la fin de cette saison-là, à la surprise un peu générale quand même. Hein. Ouais. Et on peut écouter justement Roland Duchâtelet, le président de l'époque, qui nous dit tout le bien qu'il pensait de toi et qu'il pense sans doute toujours. On avait une excellente relation et je crois qu'il a fait un très bon boulot, même si les résultats finaux du Play-off 1 n'étaient pas ceux qu'on avait espérés, mais quand même c'était un gars qui avait beaucoup de vision au niveau footballistique, qui était très bon dans le vestiaire, qui avait la bonne manière d'appréhender la situation, enfin toutes les situations, donc moi je déplore fortement son départ. Voilà, bon. Mais évidemment, il fallait l'acter. C'est comme ça que tu avais fait ton choix, partir vers l'étranger là, pour une mission avec Aspire. C'est bien ça. C'est bien une société qatari. Vous savez, il y a deux choses en fait. Il y a parfois des opportunités dans la vie et c'est vrai que s'il y a quelque chose que je regarde dans ma carrière, c'est que je n'ai pas toujours fait des bons choix. Mais je les ai faits toujours en essayant de privilégier la famille, parce que ça reste pour moi l'élément moteur. Hein. Et dans ce cas-ci, quand
on m'a proposé d'être co-directeur à Aspire Academy, Ivan Bravo, l'ancien directeur général du Real de Madrid, me l'a proposé. J'ai pensé à mon fils, prof d'éducation physique, mais qui était aussi appliqué dans le foot. Je me dis si je peux le prendre avec moi. En plus, il me proposait au départ un contrat de 4 ans. C'était avec Michel Brunings aussi à l'époque. Et puis, vous savez, j'adore le Standard. D'ailleurs, je suis retourné encore une troisième fois. Il y a mais dernier passage, le problème, c'est que, comme dit le président, Roland, à un moment donné, dans les playoffs, tu aspires toujours à plus. Et il y a certains matchs qu'on a, faute d'attaquants, entre autres, et puis certainement des erreurs de ma part aussi, c'est sûr, on n'a pas vraiment atteint les objectifs. Mais vous savez, quand vous êtes de Liège, le Standard, c'est magnifique, oui. Mais il y a aussi des moments où la pression sur la famille, parce qu'ils attendent toujours plus, de nouveau vous créez l'expectative, parce qu'en Coupe d'Europe, vous avancez et tout. Donc, ce n'était pas toujours évident à supporter. Allez, parlons un petit peu, comme je vous l'avais promis, de viser un autre club de cœur pour toi, Absolument. José. 4 passages en tant que coach, aussi directeur technique. À un moment donné, viser, ça représente quoi finalement pour toi? En fait, viser, il est d'abord représenté par une personne qui est Guy Thierry. Ouais. Président. Qui est donc avec Paul Spitz à l'époque, mais qui est venu me chercher donc, à Espagnola pour finalement arriver en D3 et remonter directement en D2 aussi. Après, il a fait le choix d'un autre coach, pensant à l'investissement financier, peu importe. Mais c'est sûr qu'on a toujours eu de très bonnes relations. Puis j'ai été quand même joueur là très longtemps. C'est à 5 minutes du domicile. Ce sont de belles installations. Ce sont des valeurs qui me ressemblent, parce que le président a ces valeurs-là. Il suffit de voir l'état du stade encore à l'heure actuelle. Et puis bon, ce goût pour le football, pour le respect, pour la parole donnée et tout ça. Donc finalement, je suis revenu là à chaque fois avec des idées bien arrêtées. Et puis on est venu me rechercher quand j'étais avisé. Donc finalement, j'ai vécu 2 montées. Ça reste vraiment le club de cœur. Voilà. Et parce qu'il y a des personnes là-bas qui représentent le club et qui me sont proches. Il y a des liens qui ont été créés au fil de toutes ces années. C'est vraiment un esprit familial très agréable et probablement les plus belles installations pour les jeunes de la province. Après le Standard peut-être, mais c'est vrai que cette ville est arrivée à un niveau jamais espéré finalement. Parce que quand on était gamin, Visé c'était bien, mais c'était pas un club de D2. Et c'est vraiment chapeau au président d'avoir mis une telle structure en place vraiment. Voilà, et on est heureux aujourd'hui que le club survive ou vive encore grâce à l'école des jeunes. Malheureusement, l'équipe première a disparu. On monte dans le jeu, on passe au milieu de terrain, messieurs. Et le milieu de terrain, c'est idéal pour évoquer le présent, le cœur du foot aujourd'hui. Pour toi, José, tu es entraîneur adjoint des Diablotins, donc les espoirs belges depuis août 2024. Exact. Une nouvelle fonction que tu n'avais encore jamais connue, en tout cas dans le cadre d'une équipe nationale. Est-ce que ça change beaucoup par rapport au coach de club? Oui, évidemment. D'abord, ce n'est pas au quotidien, sauf lors des camps. C'est-à-dire sur des courtes périodes. Des réunions, etc. de l'équipe. On enchaîne, comme on a enchaîné ici 10 jours en Espagne avec 2 matchs amicaux. Mais le reste, c'est plus aller visionner les jeunes, essayer de suivre évidemment toute l'activité sportive des jeunes pressentis. C'est des discussions avec le coach principal au fil du temps. Gilles Swert, ça, je n'ai pas précisé. Gilles Swert, c'est ça. Aussi à Diable Rouge. Oui, absolument. Très bon coach. Aussi très rigoureux. C'est une belle mission, Pascal, préparer la relève des Diables. C'est clair, et puis bon, je vais dire, l'équipe nationale doit se renouveler chaque année, donc avec les jeunes qui sont repris par José et Gilles, je pense qu'ils sont en de bonnes mains, et ça permet justement de les préparer professionnellement à d'éventuelles sélections chez les 1. Malheureusement, au niveau résultat, il n'y aura pas de participation à l'Euro 2025. Ça s'est joué à pas grand-chose face à la Tchéquie, battu au barrage. Prochain objectif, ce sera quoi alors, José? On recommence la campagne au mois de septembre. Et comme je dis, pour moi qui suis habitué au club, évidemment, c'est très long. Moi, je voudrais déjà les revoir demain. Mais d'un autre côté, non, il faut s'appuyer sur ce qui a été bien fait lors de la campagne précédente. Passons maintenant à l'interview un peu spéciale de l'émission, José. Avec Pascal, on va
on a choisi de parler des espoirs, fatalement. Donc, c'est l'interview « Il y a de l'espoir ». Ouais. Pascal, tu peux y aller? Quel est le joueur le plus précoce et talentueux que tu aies connu? On a parlé de Malik Fofana. Parce que les plus talentueux, je viens te les voir au plus jeune âge. Deuxième question, José. Quand tu étais enfant, quel maillot de foot te faisait peut-être espérer une carrière dans le foot pro? Moi, j'ai adoré le maillot de l'Ajax. Ah oui. Voilà, c'était en plus cette génération qui a, je vais dire, fait des résultats incroyables et proposé des choses incroyables. L'Ajax sur le Cruyff, maillot de l'Ajax, c'est ça. Johan Cruyff reste pour moi le joueur qui m'a inspiré le plus. José, comment garder espoir après un limogeage? C'est une question qui revient souvent dans notre métier. C'est en fait la première fois, comme je t'ai dit, c'était à Mons et c'est très dur. C'est très dur. Mais c'est le passage imposé. Après, je pense que c'est avoir la faculté de se dire à soi-même les choses qui doivent être dites, c'est-à-dire, voilà, tu aurais dû. C'est examiner les faits en laissant un peu l'émotion. Donc c'est rarement faisable directement après. Il faut laisser un peu de recul, ouais. Et à ce point de vue-là, j'ai une anecdote, c'est qu'après mon limogeage à Mons, je dis à ma femme, écoute, on va s'éloigner relativement loin de la Belgique et on part pour des vacances au Mexique, en me disant, voilà, là, tranquille, personne ne reviendra sur le sujet, etc. J'arrive à la réception et pour demander ma chambre, puis j'entends derrière moi, vous n'êtes pas Monsieur Riga? Avec un bon accent belge. Je dis, c'est pas possible. Et très gentil, mais on a passé toutes les vacances avec cette personne, donc c'était pas nécessairement le bon choix. Mais c'est sûr que on ne s'habitue vraiment jamais à ça. Quand on s'implique à fond, le terme virer, tu vois, déjà, c'est quelque chose de violent, péjoratif, quoi. Voilà. Abordons tout de suite un autre projet qui te concerne, José, à côté du coach. Tu t'es aussi impliqué dans une plateforme qui s'appelle Opportunity Players depuis 1 an environ, qui a été lancée par Christelle Cherin, ancienne handballeuse et sœur du champion de Belgique des rallyes. Absolument. Et donc, cette plateforme Opportunity Players, si tu pouvais nous l'expliquer en quelques mots, ça consiste en quoi? Ce qu'on a voulu, c'est en fait rassembler tous les acteurs des différents sports, parce que ça ne concerne pas que le football, ça concerne le foot, ça concerne le volley, le basket, le hockey sur gazon, le paddle. Et on a voulu faire interagir les 3 composantes du monde sportif, à savoir les joueurs, bien évidemment, les clubs et les professionnels. On appelle les professionnels tous les intervenants, les kinés, les médecins, les nutritionnistes, les préparateurs physiques, les analystes vraiment le staff au sens large. Oui, c'est ça. Et en fait, pour essayer dans un premier temps, de donner l'opportunité aux joueurs de se montrer, de pouvoir, avec un espace illimité, aller mettre des vidéos, aller mettre leurs caractéristiques. Leur CV, en quelque sorte. Tout joueur, oui, c'est ça, parce que ça peut aider dans le monde amateur, ça me paraît évident. Donc on veut vraiment créer une interaction. Comme je dis, c'est un peu un Tinder du sport. Faire matcher. Oui, absolument. Les joueurs, les équipes. Et pour tout, la base de données s'agrandit. On a besoin d'un coup d'accélérateur parce que on sent l'utilité de cette plateforme, ça me paraît évident. Et donc, voilà, Opportunity Player, je pense que c'est... En plus, vous savez, les joueurs payent 25 € par an, ils peuvent même payer mensuellement. Oui, ça, c'est le prix de l'abonnement à la plateforme pour avoir toutes les options. C'est pas cher payé pour se faire connaître. Donc voilà, si ça vous intéresse et que vous nous regardez, n'hésitez pas. Donc on peut la télécharger sur les plateformes iOS, Android, comme toute application. N'hésitez pas aussi par curiosité à les tester. Et ça c'est important, Stéphane, parce qu'en fait, sans même s'abonner, on peut déjà aller voir à quoi ça ressemble et voir certaines choses, évidemment avec des accès à un moment donné limités. Eh bien, écoutez, après ces bonnes explications, on peut aller voir au sommet de notre tactique, Pascal.
Alors, on parle ici de l'actu du haut niveau et en Belgique, on a beaucoup parlé du Standard ces derniers temps avec notamment, il y a eu l'arrivée, le retour de Pierre François en tant que manager général et puis l'arrivée dernièrement de Mark Wilmots au poste de directeur sportif. Avant d'aller plus loin et d'entendre un peu vos avis respectifs, on va écouter Mark Wilmots, sa première interview en tant que directeur sportif des Rouges. C'est un club que j'aime. C'est un club qui repart d'une page blanche au niveau financier. Ce n'est pas mon domaine, moi c'est le sportif. J'avais envie de maintenant, soit tu fouilles ou soit tu dis je mets les mains dedans avec des gens qui sont motivés, qui ont de l'ambition. On a un public formidable, il faut le faire revenir. Il faut jouer maintenant vers l'avant, il faut faire du spectacle. C'est ça que demande, c'est ça les émotions du Standard. Très facile à dire dans les discours ici, plus compliqué quand tu trouves des joueurs. Voilà. Donc, moi, mon travail maintenant, c'est de remettre une certaine plus-value dans un effectif qu'on ne pourra pas changer tout de suite tout, mais que sur 2-3 mercatos, on pourra équilibrer pour essayer de faire un jeu offensif dirigé vers l'avant, parce que pour moi, un Standard, ça doit être dominant. Il y a des supporters, il y a un stade, il y a une académie, il y a toutes les infrastructures, et il y a à mettre les choses en place sportives pour que ça fonctionne et que tout le monde aille dans la même direction, avec une grande dose de travail, de respect. Et si tout le monde fait ça, chacun à son niveau, je pense que le Standard va revenir. Il y a un entraîneur qui est en poste et je vais parler avec lui. Voilà. Qu'est-ce que lui veut? C'est aussi important. Mais laissez-moi le temps de prendre la température chez plusieurs personnes et certainement aux gens autour du staff, comment ils ont vécu cette année difficile et qui est prêt, avec le moral, avec tout, de recommencer. Voilà des propos encourageants de Mark Wilmots. Pascal, ton avis sur le retour de l'ancien attaquant du Standard, un peu à la maison? Il a jamais caché son amour pour les couleurs liégeoises. Oui, en fait, je pense que le Standard devait se trouver une locomotive pour essayer de repartir sur les bons rails. Et donc, Marc, c'était l'homme idéal pour ça. Donc, c'est très bien vu de la part des dirigeants, je trouve, au niveau médiatique, au niveau des supporters. Je pense aussi au niveau de son aura dans le domaine qui concerne vraiment les rouges et blancs. Et je pense qu'il va faire du bon travail. Après, il faut une équipe derrière, c'est clair. Ouais. Je ne dirais pas qu'il faut tout recommencer à zéro parce que ce serait trop dur pour les personnes qui ont quand même fait du bon travail comme l'entraîneur et d'autres à l'académie. Donc, mais on sent que le Standard est un petit peu à bout de souffle, notamment à travers ses résultats. Et donc, un nouvel élan était indispensable. Et je pense que c'est le right man on the right place. Ok. Toi, José, ton avis sur ce Standard en reconstruction, hein, bon, là, ça fait des années que c'est un petit peu le cas. Oui. Ici, une nouvelle étape, une nouvelle direction. Est-ce qu'il y a un bon présage pour tout ça? Je pense que de toute façon, il ne savait pas être meilleur, le présage. Comme dit Pascal, tout le monde s'identifie à Marc, je dirais, comme il se doit. C'est un peu l'esprit Standard. On ne va pas parler d'ADN parce qu'on l'utilise à tort et à travers, mais quand même, la manière dont il s'engageait, voilà. Et puis, Marc est quelqu'un très direct. Ouais. Il sait ce qu'il veut. Et je pense que dans les situations actuelles du Standard, c'est ce qu'il faut. On ne peut pas tergiverser. Il faut aller à l'instinct. C'est un peu son cas. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que c'est un rassembleur. Il a du charisme, je veux dire. Et donc, il est capable certainement de créer une unité derrière lui. Peut-être après avoir fait une certaine sélection, c'est tout à fait normal quand on prend des responsabilités, on en a parlé tout à l'heure. Il n'y aura pas que des heureux. Il faut savoir s'entourer. Mais oui, je pense que le retour de Pierre François, pour sa connaissance générale du fonctionnement, tu as connu absolument, au même poste en 2015. Voilà, je pense que c'était déjà une très bonne chose pour Giacomo. Maintenant, l'arrivée de Mark Wilmots en est une seconde et je suis forcément très heureux pour le Standard. Ok. Parlons, allez, on monte encore d'un niveau, parlons de Coupe d'Europe. Les finales, on connaît un peu la composition. Je vais juste vous demander rapidement vos pronostics, en commençant par l'Europa League. C'est la première le 21 mai à Bilbao. Duel derby anglais. Manchester United contre Tottenham. José, tu vois qui gagnant? Je pense que... Allez, très rapidement... J'aimerais que ce soit Tottenham, mais j'ai peur de dire je vois plus Man U. Ouais, Tottenham, on sait qu'ils
il gagne rarement, en tout cas dans les dernières années. Oui, mais compliqué. Manchester United a fait un championnat très moyen, Tottenham encore pire. Aussi, hein, ouais. Donc voilà, facteur chance jouera certainement son rôle également, mais je suis de l'avis de José aussi. Et c'est important pour les deux clubs, comme tu dis, mauvais championnat, donc c'est leur seule chance d'arriver en Ligue des Champions. C'est vraiment la similitude qui malheureusement les rapproche, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent aller décrocher un trophée. En Ligue des Champions, c'est le 31 mai à Munich, hein, dans le stade du Bayern. Et on ne retrouvera pas le Bayern, hein, ça on le savait déjà, mais bien le PSG et l'Inter de Milan. José, tu vois une équipe émerger ? Je n'étais pas en accord avec ce que le PSG avait fait jusqu'à présent, mais j'apprécie évidemment la dernière version, je dirais, que Luis appose au PSG. Donc je souhaite que ce soit le PSG parce que j'ai vraiment de l'estime pour tout ce qu'il a fait. L'Inter aussi, c'est absolument incroyable. Là, ce sont des compétiteurs au sommet. Mais voilà, peut-être une consécration, et c'est plus lié à l'entraîneur et à l'investissement des joueurs, et aussi pour de nouveau donner raison au fait qu'une équipe doit être une équipe et pas une somme d'individualité. Ben oui, c'est la saison sans Mbappé qui pourrait être la saison triomphale. Tu es d'accord avec ça, Pascal ? Absolument d'accord à 100%. Je l'ai encore dit à mes jeunes joueurs hier à l'entraînement. L'équipe prime avant tout, et ce serait tellement un flash terrible pour eux, parce que les enfants, ils regardent ces matchs-là, évidemment, et se dire que l'équipe passe avant l'individualité, c'est vraiment le meilleur message qu'on puisse faire passer. Ok, alors on se dit tout, c'est évidemment un lieu où on parle du foot européen, mais on parle aussi du foot provincial, du foot amateur, et ça rejoint justement José qui a tout connu dans sa carrière, et on va terminer avec notre traditionnel top but du foot amateur. Foot amateur, mais aussi foot pro, comme vous l'avez vu avec ce dernier but en finale de Coupe de Belgique féminine, le Standard Fémina. Évidemment, c'est un beau trophée de plus. Hein. Pour eux, oui, absolument. Et joli but de Mariam Toloba. On arrive à la fin de cette émission. Déjà, ça passe vite quand on a affaire à des passionnés. Merci José de ta venue et de toutes ces confidences. Merci beaucoup, merci Pascal. Ça me fait plaisir. Je croise de temps en temps au bord des terrains, mais c'est vrai qu'on s'était un peu perdu de vue par nos activités respectives. Mais ça me fait plaisir. Et toi aussi, Stéphane, voilà, j'ai passé un bon moment, comme tu dis, quand on parle foot. Voilà. Puis un homme avisé en vous deux, hein, Stéphane. Pascal, tu l'avais préparé, c'est pas possible. Eh bien, que dire de plus derrière ça tout est dit. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour la dernière avec pas mal de petites surprises, Pascal. On va pas se priver. On quelque chose de sympa. Ouais. Allez, ciao. Bonne fin de soirée, bonne fin de journée si vous nous regardez en rediffusion.